Bonjour, je vais vous présenter les passages fondamentaux de la preuve de Gödel, des 31, des théorèmes, en introduisant de façon minimale les éléments de logique, les notations formelles dont on a besoin, et en présentant les énoncés des lemmes clés pour arriver à la preuve du théorème. Je mettrai en évidence le soin formel dans le traitement de Gödel, qui n'a jamais besoin dans son article, et c'est clair, c'est explicite, jamais dans les énoncés dans la preuve, d'invoquer notion, gendre, vérité. C'est un théorème d'indécidabilité dans l'énoncé, et comme premier théorème, et comme deuxième théorème, c'est une dérivation formelle à l'intérieur des mathématiques de l'énoncé indécidable à partir de la formalisation de la notion de cohérence. Et tout ça, il faudra le voir petit à petit. L'article est difficile à lire, surtout pour la notation, l'écriture de Gödel, qui a beaucoup évolué, ça est souvent en mathématiques. Il y a une technicité et deux grandes idées, essentiellement. C'est l'invention de la notion générale des fonctions calculables et l'invention de la notion de gödelisation. Qui ont eu un impact remarquable. La calculabilité est née un peu avant, il y a Curry, il y a Herbrand à cette école en 1930, mais disons la classe avec la rigueur qui mènera à la classe générale des fonctions partielles récursives, la classe des fonctions, est dans l'article de Gödel de façon la plus appropriée. Puis il y aura énormément de travail, on va dire quelque chose sur Church et Turing, et dans les années qui suivent, donc jusqu'à 35-36. Je vais utiliser la notation logique sous deux formes. Une, je parlerai de la déduction des A à B, qui permet de déduire A flèche B, dans cette notation qui s'appelle de déduction naturelle. Quand on fait une déduction de ce genre, on est en train de dire qu'à partir de l'hypothèse A, on dérive B, et alors ceci me permet de dériver A flèche B. Je suis dans une syntaxe où il n'y a pas raison de donner une signification quelconque à tous ces signes. Pour mettre en évidence les hypothèses faites, par exemple, on peut dire que ceci est dérivé dans un cadre gamma d'hypothèse, on pourra dire par exemple que si de gamma est A, je dérive B, autre notation qui s'appelle du calcul de séquent, alors de gamma, je peux déduire A flèche B. Je suis donc dans une logique où il y a des propositions A, B, C, etc., des signes propres au langage comme la flèche et des signes métalinguistiques, celui-ci, la déduction, ou la barre, qui sont, comme vous voyez, strictement analogues. Ce sont deux écritures tout à fait équivalentes. Je passerai de l'une à l'autre selon la simplicité des représentations. Cette règle s'appelle flèche introduction. Il y a une autre règle qui s'appelle flèche élimination, qui est celle-ci. Flèche élimination, que je pourrais noter de façon équivalente en ces termes, mais encore une fois, ça sera simplement une question de rapidité au moins sur le tableau. Donc ces deux règles bases, avec aussi une hypothèse, forment le calcul propositionnel minimal avec l'implication, qui est le point de départ de tout formalisme logique. Regardez ici, il y a une seule notion importante, délicate, à dire le fait que A est déchargé. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Si je peux faire ces déductions, n'importe comment, déductions ligne après ligne formelle, en utilisant ces règles mêmes et cette hypothèse, et alors je peux déduire cette flèche, mais celle-ci est considérée déduite en théorème indépendamment de la vérité. Ça, c'est pour vous expliquer. J'essaierai autant que possible d'utiliser les mots faisant référence en sémantique, vrai, faux, mais pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette élimination. Ça veut dire que cette implication est valable indépendamment de la vérité de l'hypothèse. Si vous arrivez à faire cette déduction, vous avez cette implication indépendamment du fait que A soit vrai ou pas. Mais encore une fois, ça, disons, c'est cette explication sémantique en cours. Nous ne sommes en train que de manier des suites de signes. Ça, c'est une suite finie de signes, ça, c'est une suite finie de signes, et j'introduis ces flèches, la flèche qui est introduite et éliminée de façon purement formelle.
signification, aucune importance. Okay? Puis, vous pouvez dire entre vous, ça s'appelle modus ponens ou quoi, tout ça, etc. Mais enfin, c'est ce qui compte maintenant, c'est le formalisme pur dans lequel on va travailler, puisque c'est comme ça qui fonctionnent, en particulier les théorèmes de Gödel. Je ferai des évocations signifiantes, mais ce n'est qu'une tentative pour vous aider dans l'effort de mémoire et de compréhension, mais pas plus que ça. On peut traiter d'une façon appropriée, et encore une fois purement formelle, en signe particulier l'absurde, hein, dont le rôle opérationnel est donné par cette règle. De l'absurde, on peut dériver n'importe quoi. Mes ancêtres disaient ex falso quod libet. Évidemment, l'écriture de ces signes a immédiatement un impact, puisqu'elle permet de définir comme notation dérivée, ça c'est dérivé, la négation dans les langages. On peut définir not A comme A flèche l'absurde. Donc, je suis en train d'introduire formellement la négation par un biais purement formel. J'introduis un signe particulier que j'appelle entre nous l'absurde, encore une fois, c'est que l'important, dont l'opérationnalité formelle est donnée par cette règle. On peut tout déduire de A. Comme vous voyez, une fois qu'on a introduit l'absurde de façon opérationnelle par cette règle, on a tout de suite une conséquence de ce que j'ai introduit, c'est-à-dire que A not A permettent de déduire l'absurde. Ben, pourquoi? Puisque not A, par définition, est A flèche absurde, donc je n'ai qu'appliquer la règle flèche élimination. OK? C'est-à-dire, si j'ai A et j'ai not A, j'ai une absurdité. Okay. Ça me fait comprendre pourquoi on appelle ceci l'absurde. Vous trouverez les notes. Ah oui, je n'ai pas dit, mais sur ma page web, peut-être vous avez déjà vu, il y avait l'introduction, même s'il y a un peu de différence que je fais hier, il y a l'introduction, et ces notes-là sont entièrement téléchargeables sur le web, dès la page du cours. On peut dériver aussi, comme ici, j'ai dérivé que de A et not A, on a l'absurde. On peut dériver que de A flèche B, on déduit not B flèche not A. C'est un autre petit exercice que A permet de déduire not A. Peut-être ceci, je vais le faire. Si vous avez A permet de déduire, A et not A, vous avez l'absurde. De ceci, de not A, vous dérivez l'absurde. Ceci veut dire que vous avez not A ayant déchargé celle-là. Et bien, à ce point-là, vous pouvez faire A flèche not A en déchargeant A. J'utilise la flèche donc comme interne au langage, et ces signes-là, ce sont des signes, celui-ci, des déductions métalinguistiques. Mais vous comprenez comme ces deux règles fondamentales relient les deux. Hein. Déduction porte la flèche, de la flèche, j'arrive à la déduction. Le cadre donc entièrement formel clairement correspond aussi à l'intuition sémantique, mais encore une fois, puisque la structure du théorème et son sens mathématique profond d'être totalement formel, c'est une analyse formelle de la déduction et l'invention aussi. Qu'est-ce qui veut dire déduction effective hein, dans le théorème de Gödel? Ce n'est pas seulement l'énoncé qui compte, c'est tout l'appareillage technique formel qui met en place qui a une énorme importance. Quelques définitions, encore une fois, tout à fait formelles et évidentes.
on prend une théorie. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Ben, c'est un langage de formules. Là, je ne détaille pas. Disons, il faut avoir A, B, flèche, parenthèse. Il faut avoir et ces propriétés logiques qui sont là, plus évidemment des axiomes propres. On en verra des axiomes propres pour l'arithmétique. Ou l'arithmétique, il y aura les zéros, les successeurs, je vais l'écrire, etc. Tout à fait en général, nous prenons donc des théories qui contiennent au moins ces noyaux propositionnels, et on va ajouter autre chose. En plus, contiennent des axiomes mathématiques propres, et on va s'occuper de l'arithmétique. Et dans ces cas, on dira qu'une théorie T est contradictoire ou non cohérente, contradictoire, si T permet de déduire A et T permet de déduire not A. Ou, ce qui est tout à fait équivalent, on l'a vu, T permet de déduire l'absurde. C'est la théorie contradictoire. Une théorie est cohérente si non contradictoire. OK. Donc, elle n'engendre pas de contradiction. Une théorie est complète si, pour tout A, sous condition, on parlera quand on a des variables tout A fermées par rapport aux variables libres, si pour tout A, on a que T permet de déduire A ou T permet de déduire not A. Il faudra mettre des conditions pertinentes au niveau théorique auquel on se situe. Ce cadre-là est un cadre tout à fait minimal, mais c'est vraiment le point de départ. En calcul propositionnel, en fait, un calcul propositionnel qu'on appelle normalement intuitionniste, constructif. Pourquoi? Puisqu'il manque une propriété, un axiome, éminemment classique. C'est-à-dire que A ou not A est à supposer. Une autre notation possible, ce sera celle-ci. Quand vous faites ce passage, l'ajout de cette propriété, vous tombez dans le calcul propositionnel classique. Nous, on pourra jouer entre les deux, puisque le théorème de Gödel est intuitionnistiquement inattaquable, mais il y a un passage où la logique classique est utilisée, et ceci, ça s'explicite clairement. Ça, c'est un calcul tout à fait minimal. Il n'y a que des propositions sans quelque chose de très important en mathématiques, qui sont les variables. Donc, si on ajoute au langage les variables, on passe à ce qui s'appelle le calcul du premier ordre, dont les règles opérationnelles sont données dans le contexte gamma, explicitement dans le cadre du calcul de séquent, par les symboles ajoutés pour tout et il existe, qui sont donnés de la façon suivante. Ça s'appelle pour toute introduction. Puis, il y a pour toute élimination. Gamma permet de déduire. Je fais un petit abus de langage en vous introduisant d'un seul coup la règle et la notation pertinente. Ceci veut dire mettre T à la place de toutes les occurrences libres de X dans A. Et que veut dire libre? Ne pas être dans le champ d'application d'une quantification. Je suis un peu rapide, mais disons derrière, il y a une intuition mathématique familière. Ceci lie les variables qui vont, disons, du point à la dernière parenthèse fermée. Et quand X apparaît libre dans A, alors cette notation-là veut dire qu'on remplace X par T uniformément dans A. Puis, j'aurais peut-être besoin, je ne vais pas introduire entièrement le calcul du premier ordre, je ne veux pas qu'on travaille au premier ordre, mais juste ce qui me suffit. Il existe introduction, c'est-à-dire si on a
la preuve de ceci, je ne fais que par là que mettre en évidence le fait que T peut apparaître dans X au cas où X soit libre dans A. Alors, ceci permet de dire qu'il existe X A. Encore une fois, tout ceci est purement formel, mais enfin, pour comprendre, c'est l'usage habituel en mathématiques. Ceci veut dire il existe un X tel que, ceci veut dire pour tout X dans A, etc. Pour être rapide, par exemple, je pourrais écrire comme ça. Ça, c'est une notation rapide pour dire A où peut apparaître T. Peut apparaître T. S'il y avait des occurrences libres de X. Mais encore une fois, il ne faut que regarder les règles en tant que structure opérationnelle. Je suis en train de faire des opérations sur des suites finies de signes. Ces formules seront construites selon le cadre avec des signes de base, comme par exemple dans le cas de l'arithmétique. C'est quoi les signes de base? Je vais prendre le même ordre qu'il y a dans l'article de Gödel, si j'ai bien copié. L'arithmétique de Peano est une extension de ces structures logiques, donc elle a ses règles logiques de base, puis elle contient des signes ad hoc, propres à la théorie. C'est les zéros, les successeurs, la négation, qu'on a vu, le ou, le pour tout, la parenthèse ouverte et la parenthèse fermée, l'égalité, et bien plus on aura besoin d'autres signes à ajouter quand ils servent. On peut donner des types, c'est-à-dire formellement dire que 0 sera un nombre naturel, un type formel qui s'appelle le nombre naturel, que S sera les signes d'une fonction qui va des naturels dans les naturels, les successeurs. Et voilà les axiomes propres arithmétiques, ou les axiomes mathématiques de l'arithmétique. Ce n'est pas le cas que pour tout x, S de x égale 0. Pour tout x, ce n'est pas le cas que S de x égale 0. Donc le 0 n'est successeur d'aucun nombre. Pour tout x, pour tout y, S de x égale SY implique x égale y. S est une fonction injective. Puis, l'axiome d'induction, qu'on peut écrire de façon linéaire, c'est-à-dire sous forme d'axiome, avec des petits abus de langage, je dis encore, dans A peut apparaître 0. Si A 0, alors, si pour tout x, AX implique A du successeur de x, alors, pour tout x, A de x. OK? Je suis en train de dire que si j'ai A sur 0 et je sais ou j'arrive à démontrer que pour tout x, quand il y a A de x, A vaut aussi sur le successeur de x, alors pour tout x, A de x. C'est l'axiome d'induction Peano d'Ede qui clarifie formellement une pratique mathématique très ancienne. Encore une fois, je fais les petits abus de notation, de noter comme ça la possibilité que x apparaît libre dans A. Je peux aussi utiliser une notation courante appelée n. C'est une écriture abrégée pour dire S, 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 S0, n fois. N, c'est les successeurs de 0, n fois. Et par exemple, par la notation AN, je n'ai noté qu'une abréviation du fait que je considère n à la place de x libre dans A. C'est une notation pour.
Qu'est-ce que c'est les plus? X plus 0 égale X. X plus les successeurs d'Y égale au successeur de X plus Y. Ceci est une définition inductive du plus, de l'addition. Donc, encore une fois, un cadre éminemment formel où je ne suis en train que expliquer l'opérationnalité des signes. Hein. Je voudrais souligner la différence, une petite interruption philosophique, avec par exemple la fonction de procédé de la géométrie euclidienne, qui est évocatrice du sens. Hein. C'est-à-dire, on veut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est une ligne sans épaisseur pour la traiter. On veut qu'on sache faire les translations, les rotations, les symétries sur le plan, en agissant sur les figures, en construisant des figures. Ici, il n'y a qu'un maniement formel potentiellement mécanisable. Une terminologie que déjà Hilbert utilise au début du XXe siècle, quand la notion de mécaniser n'était qu'une vague référence peut-être aux machines de Descartes, il n'y avait pas l'ordinateur. Hein. Mais c'est très riche, puisque, comme je disais l'autre fois, c'est une recherche de certitude en dehors de la signification justement spatiale. Hein. C'est le danger et l'angoisse posée aux mathématiques par les géométries non euclidiennes, le danger du rapport à l'espace, de l'intuition, de la mesure, le problème de la mesure qui fait ce tournant, qu'on se tourne aux manipulations de signes, des suites de signes formels, l'axiomatique, les traitements potentiellement mécanisables indépendamment de la signification. Comme je vous disais, la question de la mesure est sous-jacente. Ces structures discrètes n'ont pas ce problème. Et ce qui est en train de se produire par cette approche, qui est, dans ce cas, est formelle, mais derrière il y a Frege, le tournant linguistique, et cette crise que j'avais datée tout d'abord, et surtout par la thèse d'habilitation de Riemann. Ce qui est intéressant, c'est que la même année, il y a le livre de Boole sous la loi de la pensée, qui va dans toute autre direction. En fait, il précède Frege, mais la différence, c'est que Frege, c'est une logisation des fondements des mathématiques, et c'est une logisation de l'arithmétique elle-même. L'induction, celle-ci, pour Frege, c'est une loi logique. Et pour Boole, c'est le contraire. Il arithmétise la logique, cette logique de 0 à 1. Je ne crois pas que les deux se connaissent, mais c'est vraiment une bifurcation qui se produit. Ici, il y a le sens de l'espace, une géométrisation de la physique, et en même temps une physicalisation de la géométrie massive, donc la géométrie en sens, puisqu'elle est de l'espace. Hein. Et ici, c'est une arithmétisation de la logique, donc un calcul de 0 à 1, où on ne veut pas, pour qu'elle soit solide, on ne veut pas qu'il y ait de sens. C'est vraiment une bifurcation historique, absolument fondamentale. Frege va continuer, à partir de son grand livre de 1984, en inversant l'approche de Boole, comme je disais, mais quand même en donnant à l'arithmétique ce rôle absolument central. C'est très différent des constructions d'Euclide. Pensez par exemple quand il dit marquez 2 points, conduisez, tracez, puisque ce sont des constructions. L'axiome d'Euclide, le premier dit donnez 2 points, tracez une ligne qui les conjoint, le segment. Il ne dit pas il existe une seule, c'est très différent. Et la construction donne l'existence, et l'unicité est donnée par symétrie. Celle-ci est la situation la plus symétrique. Tout autre parcours brise des symétries. Et puis, quand il dit prenez un point, tracez un cercle, c'est la ligne la plus symétrique qui enferme un point. Ou quand le deuxième axiome dit étant donné un segment, tracer une droite, je ne suis pas très bon, tracer une droite sur le segment qui étend le segment. Encore une fois, c'est une extension par symétrie. N'importe quelle autre extension briserait des symétries. Et enfin, là, l'effet que tous les angles droits sont égaux, il est donné par translation. Par translation, on peut les superposer. Et il y a la très belle définition de angle droit. Qu'est-ce que c'est un angle droit? Quand deux droites se croisent, c'est la situation la plus symétrique. Elle n'est pas dite comme ça, il faut que ce soit tous égaux. Mais encore une fois, c'est une question de symétrie.
Vous voyez que la différence radicale, il y a ces rapports à l'espace, à la vision des symétries, et c'est très grec. Hein. C'est vraiment la culture grecque, des symétries, des mesures de symétrie dans l'art, etc. Maintenant, ceci suit une autre crise, c'est plutôt la crise de l'arithmétique. Les mathématiques en Grèce, c'est tout d'abord l'école pythagoricienne, la sacralité du nombre entier, et puis les nombres rationnels, le logoi, qui sont les rapports d'entiers avec lesquels on peut tout mesurer. Puis la crise est une crise qui arrive encore une fois de la géométrie. La diagonale du carré est alogoi, est irrationnelle, n'est pas mesurable par des rapports d'entiers. C'est une crise épouvantable et les historiens disent c'est là qui commence l'approche géométrique d'Euclide. À ce point-là, à la moitié du XIXe siècle, c'est le contraire qui se produit. Il y a une crise dans la géométrie, puisque le rapport à l'espace change radicalement en géométrie riemannienne. Si vous disiez l'absence d'homothétie qui casse le rapport de l'espace des sens de l'action à l'espace physique, et alors on se tourne à nouveau vers l'arithmétique, avec évidemment une originalité, une solidité mathématique qui est nouvelle. Donc, c'est alors que surgit le problème central de la cohérence. Ce n'est pas un problème en mathématiques dans un cadre euclidien ou jusqu'à cette crise, puisque les mathématiques sont cohérentes, puisque ce sont les structures du monde. Hein. Quand on est totalement formel, quand on rejette la référence au sens, le problème c'est de dire, bon d'accord, j'écris ces axiomes, mais qu'est-ce qu'il me dit qui n'engendre pas de contradiction, hein? La cohérence, c'est le fait de ne pas engendrer des contradictions. Donc il faudrait démontrer la cohérence de cette structure formelle. C'est ça l'exigence des métamathématiques hilbertiennes. Il faut démontrer la cohérence, et en fait, la conjecture plus forte d'Hilbert, c'est la complétude, hein, que j'ai écrite là. Complète. Et l'effet d'être cohérente, non contradictoire, ça veut dire qu'on ne démontre pas l'absurde. Hein. On ne démontre pas, c'est la négation d'être contradictoire. L'idée, encore une fois, dans le cadre de cette poussée puissante du formalisme, c'est de pouvoir démontrer de façon formelle et finitaire la cohérence, de pouvoir démontrer que l'arithmétique ne démontre pas d'absurdité. Mais il faut dire comment, d'une façon certaine, donc sûrement pas par voie géométrique, pour dire, il faudra le dire par une analyse des suites finies des signes, de façon formelle, finitaire. Je voudrais, pour souligner la différence entre, et la force et l'originalité de la proposition formaliste et axiomatique, vous donner un exemple d'une preuve élémentaire mathématique. On raconte que le petit Gauss, vous dites peut-être Gauss, enfin, quand il avait 7 ans, le maître à l'école pose comme colle aux enfants de donner la somme des premiers 100 éléments. Et lui, 3 minutes après, arrive avec une réponse, en fait une réponse tout à fait générale. Il écrit comme ça. Je ne sais pas s'il était juste arrivé là, mais presque, hein, peut-être oui. Et le maître, apparemment, au début, il se fâche, il dit il est en train de se moquer de moi, puis il comprend que le type est plutôt génial, et il va l'aider même à poursuivre ses études, puisqu'il fait 2 ou 3 coups comme ça, et il comprend, il est fils de paysan, il ne veut pas continuer les études. Il paraît qu'il y a un monument dans un petit village né Gauss au maître, justement, puisqu'il s'est aperçu de ça. C'est quoi une preuve de ces genres? D'abord, ce n'est pas une preuve par induction, surtout pas, puisque celle-là est une structure géométrique d'une preuve. Herbrand va appeler ce genre de preuve prototype. C'est une structure, un prototype de preuve, qui fonctionne pour tout n générique. Vous mettez n'importe quel n entier et la preuve fonctionne. Et elle vous donne cette formule. Certainement, on peut démontrer cette formule par induction. Hein? C'est vrai pour 0, et si vous la supposez pour n, elle est vraie pour n plus 1, c'est très facile.
Mais il faut voir la formule. Ça, c'est vraiment des maths. Et où est-ce le fondement de cette preuve? On peut dire, on peut la fonder par induction. Mais ça, c'est posteriori, il faut voir la formule. Quand on vous pose la question, on n'a pas la formule. Et c'est ça les maths en général. Il y a le mythe formaliste, la philosophie qui est dérivée de ça. Ceci, c'est une très belle approche, l'approche formaliste. Le problème, c'est la philosophie. C'est de faire croire que les mathématiques, c'est la preuve, c'est la pratique des preuves des formules déjà données. Bon, ça, c'est très rare qu'on ait déjà la formule, quelques grandes conjectures. Mais normalement, c'est des questions comme celle qu'a posée le maître. Comment corréler deux variétés, comment corréler des topos tels que... c'est des questions de ce genre. Cette preuve est-elle fondée? Oui. Mais sur quoi est-elle fondée? Ben, sur le bon ordre, sur l'ordre. Les petits génies voient l'ordre des entiers dans sa tête, il les déploie sur la feuille, et là, le coup de génie, il fait une symétrie. Il le renverse par symétrie. Il y a une symétrie miroir, et il fait la somme. Et donc, il y a un fondement de cette preuve qui est l'ordre, les symétries. Dire que le fondement de cette preuve, c'est l'induction, ça n'a pas de sens, puisqu'il faut avoir la formule, et lui, il ne l'avait pas. L'induction, c'est du proof-checking. Vous contrôlez la preuve, ok, pourquoi pas. Et ceci a entraîné pas mal de conséquences. Aujourd'hui, il y a du proof assistance, du proof-checking par des machines qui contrôlent la correction d'une preuve formalisée, qui sont une aide aussi à la preuve sur des fragments bien formalisés, sur des lemmes où l'énoncé est parfaitement écrit, où la machine peut dire des choses par induction mécanique. Mais c'est du proof-checking, ce n'est pas du proof-assistant. Vous voyez la bifurcation philosophique. Hilbert est toujours entre les deux. On peut dire, d'un côté, les fondements formels sont a posteriori, c'est-à-dire on a travail mathématique. A posteriori, pour avoir des garanties de rigueur et de cohérence, on le formalise. Et on fait du proof-checking. On contrôle formellement la preuve. Tout à fait légitime. On peut même appeler cela un fondement. C'est un fondement a posteriori. Et puis, il y a l'idée que ce soit un fondement a priori, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les règles, les axiomes donnés une fois pour toutes, avec des protocoles de dérivation, et que toutes les preuves doivent être conduites dans cette façon. Parfois, Hilbert écrit, ce sont des protocoles de la pensée, j'ai lu la phrase l'autre fois, ce qui, par exemple, lui reproche explicitement Hermann Weyl dans Das Continuum, en 1918, 17-18, où il dit c'est pas bon, on trivialise les mathématiques avec cette idée que les preuves sont conduites selon des protocoles formels établis une fois pour toutes. Hein. Donc l'idée d'un fondement a priori donné par ces protocoles, dont on a une liste définitive, que dans les cas des théories principales, la théorie des nombres, c'est une théorie absolument centrale, la mathématique, sont donnés une fois pour toutes, est un regard très fort, très machinal des mathématiques, mais qui quand même qui était un mythe que le théorème de Gödel casse définitivement. Mais il faut bien le digérer, puisque parfois sa digestion n'est pas évidente. Alors, passons maintenant au théorème lui-même. Donc on a l'arithmétique. La centralité de l'arithmétique est énorme en maths, pas seulement puisque c'est la théorie des nombres, mais puisque même en géométrie, vous dites, on peut formaliser la géométrie d'Euclide en s'en passant de l'arithmétique. Oui, mais si vous faites la moindre généralisation à plusieurs dimensions finies, vous tombez tout de suite sur des preuves. Il faut démontrer qu'un certain énoncé, par exemple, est valable en toute dimension finie. Et ça se fait par induction sur la dimension. Donc, paf, l'arithmétique revient pour une chose apparemment à côté, qui est la dimension cartésienne, mais qui quand même fait partie d'une preuve. C'est quoi la première grande idée de Gödel? C'est la gödelisation, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse associer à des suites des signes des nombres. Alors, je crois avoir écrit exactement la notation dans son article, c'est pas important, il y a 1000 façons équivalentes de gödéliser. On associe aux signes qui sont écrits là les nombres
est impair. Puis, si on a une séquence, par exemple celle-ci, il s'agira d'associer aux positions exprimées par des nombres premiers la première position, on met le premier nombre premier avec comme exposant les nombres associés au signe. Puis ici, c'est la deuxième position, le deuxième nombre premier. On y met comme exposant le nombre associé au signe. Troisième position. Quatrième position. Voilà. Ça, c'est le numéro de Gödel de cette formule. On va le noter en soulignant la formule. Ça, c'est une formule d'arithmétique. J'ai mis des parenthèses autour du zéro pour vous donner un nombre un peu compliqué. À chaque formule, on associe un nombre entier qui est donné par l'exposant correspondant à la valeur numérique associée au signe, impair, exposant de quoi? De nombres premiers dans l'ordre des positions. OK? Et ceci, on fait pourquoi cette décomposition en nombre premier? Pour qu'il y ait une bijection. On vous donne un nombre entier, vous en faites la décomposition en facteur premier qui est unique, et vous reconstruisez d'une façon unique la formule. Évidemment, la moindre formule a un nombre énorme, mais on s'en fout. Puis on peut comprimer, puisque c'est totalement ordonné, on peut le comprimer à partir de 1, 2, 3, 4, 5, et ordonner comme ça les formules. Il n'y a pas de problème, étant totalement ordonné. Et maintenant, c'est presque une évidence, puisque tout est gödelisé. Là-dedans, les phrases sont encodées sur des zéros, et ceci est exactement l'idée de Gödel. C'est lui le premier. Les conséquences de ça sont immenses, vous vous rendez compte. Il paraît une banalité, elle n'est pas du tout, enfin, c'est un coup de génie. Il invente un codage de n'importe quelle écriture. Quelle suite de signes, n'importe quelle suite de signes dans une théorie établie, dans un langage fini et établi, mais n'importe quelle longueur de la suite de signes, on associe un nombre. Là, si vous avez la phrase « il fait beau temps », elle est gödelisée par une suite des 0 et des 1. Okay? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, et ça fait depuis pas très longtemps, on gödelise tout. On gödelise les images, pixel par pixel, mais c'est pareil, en prenant les coordonnées et la couleur, par exemple. On gödelise le son, mais c'est tous de la gödelisation. Et ça commence en 1931. C'est une idée absolument extraordinaire. J'insiste, presque une banalité, mais il fallait le penser, quoi. Ça, c'est le premier passage, le codage du langage formel, étendu à n'importe quelle écriture dans le temps, jusqu'aux images et au son. Évidemment, c'est un codage dans le discret, dans les entiers. Et les passionnés de musique savent, par exemple, la différence avec la reproduction analogique, dans le continu. Il y a une différence, ce n'est pas la même chose. Même la façon de lisser les images est différente, mais c'est d'une puissance immense. Donc, une formule, c'est un nombre. N'importe quelle longueur finie est associée à un nombre, et de façon bijective. Vous avez un nombre, vous reconstruisez la formule. Puis, deuxième pas fondamental, l'invention des fonctions partielles récursives. J'introduis une classe un peu plus vaste de celle qui est suffisante pour démontrer le théorème, puisque c'est commode, c'est plus rapide pour énoncer certains lemmes. La classe des fonctions partielles récursives, elle est définie en mettant les zéros. 0 de x comme étant une fonction constante égale 0. Puis on a le successeur de x égale à x plus 1. L'identité sur x égale x. Puis supposons avoir défini les fonctions f et g.
Alors, j'ai défini la fonction h comme la composition de f avec g. J'ai défini la fonction, ça s'appelle composition, la fonction h de deux variables, x0 comme g de x, h de x y plus 1 comme f de x, y, g de x, y. Oh, pardon, ça c'est h de x, y. Ça s'appelle la récursion primitive. Tout à fait en général, j'ai des h de x égale le plus petit y tel que f de x égale f d'y égale 0. Ça s'appelle la minimalisation. F de, pardon, h de f x, y. Ça dépend des x et d'y. Celle-ci est la classe des fonctions partielles récursives, partielles calculables, qui en fait, sous cette forme, elle sera définie après, mais qui permet une présentation un peu plus rapide des lemmes et de chez Gödel. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ben, il y a le fait de définir par induction une classe qui résultera très grande de fonctions sur les entiers. Une classe de fonctions qui est certainement calculable dans l'intuition de l'époque, et encore plus, ça sera confirmé après. Ça veut dire quoi faire des calculs? Ben, il y a ici la fonction constante 0, tout le monde est d'accord qu'elle est intuitivement calculable, la fonction successeur, l'identité. Puis si f et g sont calculables, elle est la composition. Et aussi cette opération, qui est une forme d'induction, si g et f sont calculables, ben, est tout à fait légitime de dire que aussi h est calculable. Et comment calculer h de x? Ben, on prend f de x de 0, puis f de x de 1, f de x de 2, et si f est calculable, petit à petit, on trouve, s'il existe, un 0, tel que f de x, y égale 0, s'il existe. S'il n'existe pas, une fonction comme celle-ci peut très bien diverger. Mais la divergence, ça fait partie des calculs. En fait, une conséquence du théorème de Gödel et de Turing, ça sera que l'essentiel à une définition générale de la calculabilité. On ne peut pas on peut pas définir une classe suffisamment générale expressive de fonctions calculables sans qu'il y ait la divergence. Une classe qui contienne l'intuition propre du calculable. Mais ça sera justement une conséquence du théorème. Donc Gödel définit cette classe. Encore une fois, dans son théorème, il a besoin d'un peu moins, mais pour nous, c'est plus simple de voir cette classe. Et il y a une série de lemmes que je voudrais garder qui sont très durs techniquement, pas profonds. Il y a une différence entre technicité et profondité. Hein. La profondité, si vous voulez, est dans l'idée même de gödelisation, de la définition de la classe. Qu'est-ce que c'est l'idée au cœur du premier lemme, qui s'appelle le lemme des représentations? Le premier lemme des représentations, les autres aussi. Le problème de la représentation, c'est que on doit pouvoir coder dans l'arithmétique, tout d'abord, ces fonctions-là. Ce qu'il fait voir Gödel, c'est qu'il peut traiter ces fonctions dans le langage de l'arithmétique en utilisant l'induction, ces fonctions-là, et que grâce à ces fonctions, il peut internaliser la logique petit à petit. Par exemple, prenez la négation de A. Elle possède un numéro de Gödel. Gödel construit une fonction récursive, neg de A, qui prend comme argument le numéro de Gödel de A et donne comme valeur la négation de A. Vous comprenez, ça c'est un nombre, 64. Neg de A, c'est, 75, la négation de A.
Et ce qu'il fait, c'est qu'il écrit en arithmétique cette équation et la démontre en arithmétique. Donc il fait tout un travail de codage qui permet d'internaliser la négation. Il est décrit comme fonction interne arithmétique et démontre son calcul, les égalités, à l'intérieur de l'arithmétique. Et ça continue. C'est très long, très ennuyeux à lire, mais il y a derrière une grande finesse technique. Par exemple, il définit la fonction implication telle que prenant les numéros de Gödel de A et de B, donne en arithmétique les numéros de Gödel de A flèche B. Ainsi de suite. Il construit dans l'arithmétique, avec tout juste les outils formels qui définissent l'arithmétique, il construit dans l'arithmétique les fonctions qui permettent d'internaliser la notation, les structures logiques, métathéoriques. Donc, le premier lemme de représentation, que j'appelle R1, dit qu'il existe une fonction que j'appelle TH partielle récursive. Donc, dans cette classe-là, il existe une fonction partielle récursive TH telle que TH du numéro de Gödel de A est égal à 1 si et seulement si l'arithmétique démontre A. TH est le résultat de toute une fabrique énorme d'une construction de ces gendres. En particulier, il y a un passage très important qui reviendra utile aussi après. Vous voyez, vous avez vu qu'il y a cette notion de substitution métathéorique que j'ai utilisée sans problème, puisque vous comprenez ce que je suis en train de faire. Je dis cette notation veut dire que je mets B à la place des X libres dans A. Tout mathématicien utilise ça sans problème. En théorie des ensembles, ou même vraiment en fonction mathématique, vous remplacez par un terme, une autre variable, etc. Ce qu'il fait Gödel, c'est de construire une fonction partielle récursive sub telle que le nombre associé à ce remplacement est égal à sub du nombre de B à X. C'est-à-dire, cette opération éminemment métathéorique, vous regardez le langage de loin, vous êtes en train de faire de la métathéorie en ce sens, et vous dites, je prends B, je la mets à la place de X, il construit une fonction partielle récursive, telle que, prenant deux nombres comme argument, met B à la place de X, s'il existe, dans A. Okay? Et donne le numéro de Gödel du résultat. Ça aussi, ça fait partie de la construction nécessaire à faire ces tours de force synthétiques au cœur de la représentation. Petit à petit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de transcrire dans la notation numérique de la théorie formelle la métathéorie. La notion d'implication, de déduction, de négation, qui sont données dans le langage de l'arithmétique, sont reportées à des nombres émanés à l'intérieur de la théorie des nombres. OK? Encore une fois, l'implication, c'est une fonction interne. La négation, c'est une fonction interne. L'opération qui est tout à fait à l'extérieur de dire je fais un remplacement, blabla, est gérée à l'interne des mathématiques. Vous voyez, il y a les idées de base qui sont là-dedans. C'est une machine qui fait des choses de ce genre. À son intérieur, traite les formules en faisant ces opérations sur des suites de signes qui sont traités comme des nombres, des zéros dans la base de données, dans la mémoire de l'ordinateur. Gödel ne pensait pas du tout à la machine. Il faisait de la logique mathématique. Je dirais qu'il faisait presque de la philosophie technique. Il était en train de répondre à un grand problème fondationnel.
Il ne faisait pas de l'informatique, mais ça, c'est de la programmation en assembler, si vous voulez. C'est vraiment de la programmation en assembler, comme écrire par-dessus de zéro. Bon, et puis, je continue, le lemme 2, pour toute fonction f partielle récursive, il existe une formule de l'arithmétique que je vais appeler A de f, le prénom f, une r, petit f, une r, A de f, on peut la prendre binaire, telle que f n est égal à m, si et seulement si l'arithmétique démontre A de f n m. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il est dit, je prends une quelconque de ces fonctions intuitivement calculables, définies par cette fermeture par composition, récursion primitive et minimalisation sur la théorie des nombres. Je peux l'intérioriser dans le sens que je peux lui associer une formule interne arithmétique que j'arrive à démontrer sur nm, seulement si et seulement si f de n égale m. Un corollaire immédiat de ceci, il existe une formule de l'arithmétique que je vais directement appeler terre x, où apparaît livre x, une formule de l'arithmétique, écrit donc seulement avec les symboles de l'arithmétique, tels que PA démontre A, si et seulement si l'arithmétique, PA, je dis PA puisque c'est l'habitude, PA en arithmétique, ça domine l'anglais, démontre terre de A. Pour l'implication de droite à gauche, il faut faire une hypothèse qui s'appelle oméga cohérence. Je vais le dire tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Disons, il faut ajouter une hypothèse à tout ce que je dis. Il existe une formule théor qui contient x libre, telle que quand et seulement quand l'arithmétique démontre A, l'arithmétique démontre que, souligné, que A est un théorème. Vous voyez le passage incroyable? Celle-ci, c'est la notion de dérivation à partir d'un ensemble d'axiomes logiques propres. Et ceci veut dire, en partant des axiomes logiques et d'axiomes d'arithmétique, je fais une dérivation formelle, moi, l'humain en dehors, je fais les signes, je déduis formellement, un après l'autre, j'arrive à A. Et ceci est possible, c'est seulement si l'arithmétique, à son intérieur, démontre que A est un théorème. Le théorème a une structure particulière, c'est-à-dire théor de x a en fait la structure d'un énoncé existentiel. Il existe x, preuve y de x. La construction est telle que théor a la nature d'une quantification existentielle, c'est-à-dire il dit il existe un nombre qui est le codage d'une preuve de x. Hein? Il a totalement intériorisé la notion métathéorique d'être un théorème. Par exemple, une conséquence facile de tout ça, vous vous souvenez de la règle du modus ponens, de la flèche élimination. Ben, c'est une conséquence de tout ça, c'est que PA démontre que théor de A et la conjonction qui est obtenue par la négation de la disjonction théor de A flèche B implique théor de B. Disons, ça c'est une intériorisation que j'appelle intériorisation en du modus ponens.
vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, intériorisation. Ça, c'est la règle logique. Eh bien, l'arithmétique la donne à son intérieur. Puis, intériorisation 2, l'arithmétique démontre que théor A implique théor A. L'arithmétique démontre que du fait que A est un théorème, on peut voir que c'est un théorème. L'arithmétique dit que théor lui-même est un théorème. Intériorisation 3, TA démontre que théor A implique théor B, parenthèse, fois théor A implique théor C. Tout ceci implique théor A implique théor A et B. A et C. B et C. Théor B et C. Encore une fois, banalité logique, mais c'est intériorisé dans l'arithmétique. Malheureusement, dans la gödelite, une maladie très commune qui a pris pas mal de gens, il y a eu des élucubrations qui disent l'arithmétique a conscience de soi-même, ou la machine dérive sa propre dérivabilité. Vous savez, la conscience. Mais non, c'est une mathématique de la codification formidable. Il n'y a rien d'autre. Hein. Mais je vous assure, toutes les histoires de la autoconscience de la machine, en référence à ce théorème, ont été longtemps épouvantables. Ça peut passer, ça peut passer. Mais normalement, c'était basé sur l'ignorance de la preuve, puisque quand on regarde de près la technicité remarquable, le génie de tout ça, mais c'est une histoire technique de gödelisation, d'énumération, qui mène la métathéorie à être introduite dans la théorie elle-même. D'un côté, c'est formidable, de l'autre, il n'y a pas à développer une métaphysique de la conscience sur ça. Malheureusement, ça a été fait. Voilà, allons maintenant au point crucial. Après toute cette activité, qui est vraiment une activité de programmation. C'est quelqu'un qui a programmé un ensemble, qui a codé un ensemble, et la déduction. Coder un ensemble, puisque c'est des erreurs. C'est épouvantable. C'est formidable. Bon, je disais cette règle de substitution, qui est très délicate. Et les informaticiens le savent très bien, puisque dans un langage de programmation, avoir la machine qui fait correctement je voudrais le faire, la substitution, ce n'est pas banal. Pour les humains, il y a une solide intuition qui ne pose pas de problème pour comprendre. Mais pour le faire dans une syntaxe formelle, ce n'est pas évident. Et c'est ça, un des grands moments de technicité dans le lemme des représentations 1. Alors maintenant, voilà l'idée géniale de Turing. Première remarque, j'utilise une numération qui est la même que dans les notes. Évidemment, l'arithmétique démontre que théor de sub, je vais utiliser les mêmes notations que dans mes notes, est égal à théor de bx. Il y a une égalité qui se transmet à l'intérieur. Pardon, c'est une équivalence, ce sont des formules, ce sont des énoncés. Donc c'est l'implication dans les deux sens. Après une implication et après l'autre.
Alors voilà, passage génial. Écrivons maintenant note pair de sub x. Je donne un nom à cette longue formule, je l'appelle g de x. Vous comprenez la différence entre une égalité et ce signe-là. Ça, c'est une égalité démontrable. Ça veut dire identique. C'est un abrégé. Ça, c'est comme un abrégé de cette longue formule. G de x est not terre sub xx. Voilà l'odeur de Cantor. On est sur la diagonale. On est sur la diagonale et on a pris la négation. C'est comme Cantor qui met le contraire sur la diagonale, si vous connaissez la technique diagonale de Cantor. C'est ça le passage diagonal de la preuve, souvent invoqué. Mais écoutez, Gx est une formule. Elle possède son nombre de Gödel. M, c'est un nombre, le nombre de Gödel de Gx. Elle est code de Gx. Alors, considérons un instant Gm. C'est quoi Gm? Je ne fais que mettre M à la place de X. Donc, c'est un remplacement syntactique. On obtient de façon identique terre de sub de M. OK, c'est simplement un remplacement syntactique. Mais qu'est-ce que c'est M? M, c'est le code de Gx. Je prends le deuxième, je remplace. Donc, Gm est identique à notre terre de sub mgx. Mais alors, l'arithmétique démontre que Gm, c'est ça, c'est-à-dire c'est une réécriture spécifique de scala, tout à fait générale, est équivalente à quoi? À terre de quoi? Ce qui est écrit là, il faut que je mette M à la place des occurrences libres de X dans ce qui était là A, et non c'est Gx. Not terre, c'est important, not terre, Gm. Codé. Encore une fois, ma notation Gm est celle-ci. Si vous voulez, c'est le remplacement pour x, à la place de x, qui est libre. Ici, x est libre, de m. Ici, il y a not. Et voilà le passage crucial. L'arithmétique démontre que ce Gm est équivalent à not terre Gm. Alors là, on peut faire des élucubrations sémantiques. Je vais le faire. Et c'est tout à fait inutile. Hein. Je le fais puisque vous êtes des humains. Donc, je ne peux pas me fier seulement de la syntaxe formelle. Mais tout ça, c'est de la syntaxe formelle, sans signification. Je vous donne la signification, mais après, oubliez, s'il vous plaît, puisqu'il faut revenir au niveau purement formel, qui est celui de la preuve. Vous pouvez dire Gm est équivalente au fait que Gm n'est pas un théorème. Hein? Gm dit je ne suis pas un théorème. C'est joli, hein? OK. Gm est équivalent à notre terre Gm. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin de signification. Tout ça, ce sont des calculs des signes. C'est purement formel. Gödel, dans l'introduction, il dit qu'il est inspiré par le paradoxe de Richard sur le nombre, et ça c'est pour qu'il y a la gödelisation, tout ça, et par le paradoxe du menteur. Le paradoxe du menteur. Qu'est-ce qu'il dit le paradoxe du menteur? Cette phrase est fausse. Le paradoxe du menteur donne une phrase, c'est bien formé du point de vue syntactique, comme ici tout est bien formé du point de vue numérique et syntactique, donne une phrase qui n'est ni vraie ni fausse. Eh bien, c'est ça qu'on va dire avec
les premiers théorèmes, c'est-à-dire on va dire que Gm n'est ni démontrable ni sa négation. C'est-à-dire, on a une version purement synthétique, purement formelle du paradoxe du menteur. Le paradoxe du menteur donne une phrase qui n'est ni vraie ni fausse et qui dit cette phrase est fausse. Gm est une phrase qui n'est ni démontrable ni sa négation et qui dit, encore une fois, signification informelle, qu'il faudrait en principe éviter. Je ne suis pas démontrable. Alors, premier théorème d'incomplétude. Quand je mets l'accent, c'est métathéorique d'incomplétude. Si l'arithmétique est cohérente, PA ne démontre pas G et PA ne démontre pas notre G. Il faut faire l'hypothèse que l'arithmétique n'engendre pas de contradiction. En effet, puisqu'on va utiliser le troisième lemme, il faut l'hypothèse d'oméga cohérence. Ah, je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est l'oméga cohérence. Ben, ça veut dire que quand une proposition comme celle-ci est vraie, elle est vraie sur un entier. Notre façon de le dire, c'est que le modèle standard des entiers est vraiment un modèle de la syntaxe. Être cohérent, encore une fois, je suis au-delà du théorème de Gödel, c'est de la sémantique inutile, mais que pour comprendre. La cohérence veut dire que la structure possède un modèle, qui a de la signification, possède une structure. L'oméga cohérence dit que un de ces modèles, c'est le modèle standard, c'est-à-dire les entiers que vous connaissez, 1, 2, 3, 4, 5. Disons, c'est presque une banalité, on n'aurait pas l'arithmétique formelle si on n'avait pas derrière cette hypothèse de la cohérence. La formalisation est construite sur un modèle, mais il faut l'oublier. Et donc, il faut même préciser ce que ça veut dire avoir un modèle. Mais ici, je suppose qu'elle n'engendre pas de contradiction. Il faut faire cette petite ajout pour avoir totalement la preuve. Et voyons comment ça s'est déduit. Donc, le théorème, à ce point-là, est relativement simple, puisqu'on a tout fait pour transférer dans les lemmes les boulots synthétiques. La preuve. Supposons que PA démontre G. Ben alors, PA démontre notre, Gm. Aussi, j'aurais toujours dû dire Gm, excusez-moi. G vient avec l'indice de Gödel, le numéro de Gödel de Gx à son intérieur. Théor Gm. Ça, c'est pour la propriété qu'elle a. OK? Mais du reste, ceci implique aussi, PA démontre aussi ter Gm. Et pourquoi? Puisqu'on l'a là-haut, R3. OK? Contradiction. Donc, si l'arithmétique n'est pas contradictoire, l'arithmétique ne démontre pas Gm. Supposons maintenant que l'arithmétique démontre notre Gm. OK? Bon, on a vu la règle contraposition. Ceci me dit que, alors, PA démontre notre théor Gm.
par contraposition par rapport, encore une fois, à ceci. Mais du reste, on a aussi le lemme R3 de représentation qui me dit que PA il vaut mieux, d'accord, que PA GM a lieu si et seulement si PA théor GM et donc de ceci je peux dériver l'équivalence classique de ces deux énoncés. Ce qui me dit que ce fait-là implique que PA démontre GM, ce qui contredit l'hypothèse que PA démontre notre GM. Donc, si je suppose maintenant qu'on démontre notre GM, j'ai par contraposition notre terre GM. Dans le cadre classique, je vous avais dit que le cadre classique est celui-ci, qui est la même chose en fait que dire que A est équivalent à note A. Je vais peut-être oublier de vous donner cette équivalence, mais disons, c'est quelque chose de très connu et relativement facile. Donc, j'ai l'implication d'ici à là, ce qui contredit l'hypothèse. Voilà donc, par voie purement syntactique, construit un objet par une méthode très astucieuse, diagonale si l'on veut, certainement basée sur la finesse de la technique d'internalisation du système et du système formel en tant qu'améthode théorique, et la production par cela d'un énoncé indécidable. Maintenant, je vais faire un petit break. Je vais vous démontrer après le deuxième théorème. D'incomplétude qui dit la chose suivante. Je vais construire un énoncé que j'appelle coère de l'arithmétique à son intérieur que l'on peut écrire en arithmétique, note terre de l'absurde, avec cet énoncé interne que je vais justifier de la cohérence, on a que coère de l'arithmétique est équivalent à Gn. Je vais le faire après 5 minutes d'interruption et après on va faire un peu de considération philosophique sur tout ce que cela veut dire. Alors, passons au deuxième théorème. Il nécessite d'abord une définition, mais qui est très simple. On a le prédicat théor, on a l'absurde, et on définit la cohérence comme l'effet qu'on ne démontre pas l'absurde. Vous comprenez encore une fois, il s'agit de dire en arithmétique le fait que l'arithmétique n'engendre pas de contradiction. Vous pouvez remplacer ceci par aussi le fait que l'arithmétique, par exemple, ne démontre pas 0 égale 1. Hein, c'est tout à fait pareil. En fait, le symbole d'absurde, j'aurais pu le donner comme défini à partir de la contradiction du premier axiome de l'arithmétique. Ça, c'est évident. Et j'insiste, encore, ça dépend, c'est la possibilité de faire ça dépend de l'idée formidable d'internaliser dans la théorie de l'arithmétique sa propre métathéorie. La proposition métathéorique, l'arithmétique cohérente, est décrite maintenant comme une formule de l'arithmétique. Par quel biais?
on a les prédicats théor, dont on a vu la correspondance avec la démontrabilité, et on se dit que l'arithmétique est cohérente. On sait le dire dans l'arithmétique en disant on ne démontre pas de contradiction. OK? Alors, sous cette écriture, ça ce n'est qu'une écriture synthétique de cette proposition interne à l'arithmétique, mais qui effectivement, si vous voulez lui donner une signification, veut dire ça, puisque ça veut dire qu'il n'existe pas une preuve d'une contradiction. La négation de notaire, ça veut dire qu'il n'existe pas une preuve, il n'existe pas un nombre qui puisse coder la suite finie des signes qui mène à une contradiction. Alors dans ce cas-là, on n'a que la cohérence engendre est équivalente à Gm, l'énoncé indécidable. On va voir l'implication de gauche à droite. Donc, l'arithmétique démontre théor Gm implique théor de théor Gm. Ça, c'est l'intériorisation 2. OK. Mais alors, on a l'équivalence entre terre Gm et note Gm par contraposition classique deux fois. Donc ceci veut dire que l'arithmétique démontre terre Gm implique terre note Gm, mais du reste, l'arithmétique démontre terre Gm implique terre Gm, ça c'est une banalité. Et donc maintenant, si on utilise ce deux-là par l'intériorisation 3, on a que l'arithmétique démontre terre Gm implique terre, la conjonction de Gm et de note Gm comme du reste, la conjonction de deux négations, d'une phrase d'assez négation quelconque, d'une proposition d'assez négation quelconque, engendre l'absurde. Mais alors, par contraposition, PA démontre que note terre de l'absurde implique note terre Gm. Mais note terre, c'est la cohérence. Donc, on a démontré que la cohérence formalisée à l'intérieur de l'arithmétique implique Gm, puisque ceci est égal à Gm. On a utilisé la contraposition. On ne fait pas l'hypothèse de cohérence de l'arithmétique, on n'a pas besoin ici, puisque si elle n'était pas cohérente, elle démontre n'importe quoi, donc elle démontrerait ceci aussi. Mais on fait la dérivation formelle, dans tous les cas. On peut démontrer l'implication inverse, c'est pareil, pas plus difficile, vous la trouvez dans les notes. C'est celle de gauche à droite qui nous intéresse. Celle de gauche à droite, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle nous dit que, je vais la copier maintenant en parallèle avec, essayons de garder, j'efface l'épreuve, on fait ça. Écrivons les deux théorèmes sur deux lignes de façon semi-informelle pour les comprendre ensemble.
ici, vous comprenez qu'il y a une conséquence immédiate. On a dit que la cohérence implique Gm. Gm est indémontrable. Donc, la cohérence est indémontrable. Hein. Un corollaire immédiat, c'est que l'arithmétique ne démontre pas la cohérence de l'arithmétique. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Supposons que l'arithmétique soit cohérente. Il faudra, au bon moment, faire la petite hypothèse en plus qu'elle est oméga cohérente, que pour un matheux, c'est tout à fait évident, puisque le modèle standard, c'est le modèle naturel. Mais supposons qu'elle soit cohérente. Alors, on a vu que l'arithmétique ne démontre pas G et l'arithmétique Gm et l'arithmétique ne démontre pas notre Gm. OK? Gm est indépendante, est un énoncé indécidable. Ça, c'est le premier théorème. Le deuxième théorème, on a vu, la partie qu'on a vue, c'est que la cohérence de l'arithmétique implique en arithmétique Gm. Tout l'article se joue sur le passage de cette ligne à celle-ci, premier et deuxième théorème. Et c'est les deux qu'il faut comparer toujours, avoir en tête pour comprendre vraiment ce que Gödel nous est en train de dire. Donc, regardez la merveille. J'efface oméga cohérence. Là-bas, vous savez, c'est une écriture formelle que je n'avais pas mise, qui correspond à l'intuition sémantique. Elle vous dit que si on démontre pour tout entier n, PA note à n, alors on ne pourra pas démontrer qu'il existe un x tel que AX. C'est-à-dire que parmi ces modèles, elle possède des modèles standards. Mais enfin, peu importe, c'est un détail. Quel est le jeu formidable de ces deux lignes? La première ligne vous dit, si vous faites l'hypothèse mathématique que l'arithmétique soit cohérente, vous regardez l'extérieur et vous dites, je suppose qu'il n'engendre pas de contradiction. Alors, je dérive de cette hypothèse que je ne peux rien dire sur Gm. Je ne peux rien dire, ni Gm, ni son contraire. L'hypothèse métathéorique de cohérence me dit que Gm est indécidable. Je ne peux rien dire. Puis, maintenant, faisons une chose. Encodons en arithmétique la proposition métathéorique. L'arithmétique est cohérente. Et c'est ça ce qui veut dire cohère. Vraiment, elle dit être cohérent. En plus, une hypothèse d'oméga cohérence, ça correspond au fait vraiment de la non-existence d'une preuve codable par les entiers, donc d'une preuve finie d'une contradiction. Si j'encode la cohérence en arithmétique, alors je dérive Gm. C'est ça qui est une merveille. Hein? Et pas seulement Gödel a encodé la métathéorie dans la théorie, mais ici il nous dit la théorie est plus forte. Puisque avec la métathéorie, si j'y suppose la cohérence, je ne peux rien dire sur Gm. Mais quand je code dans l'arithmétique la cohérence, je la formalise en arithmétique, alors je dérive Gm. Alors, voilà le problème du blabla qui a été fait de la gödelite. Si on énonce simplement l'énoncé de Gödel, on le traduit dans les termes amoureusement très courants, de dire, le théorème nous dit qu'il y a une proposition vraie qui n'est pas démontrable. Bon Dieu, est-ce que c'est ça qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une proposition indécidable. Et pourquoi serait-elle vraie? Alors, quand quelqu'un vous dit une chose pareille, et vous dit, mais vous devez dire, dites-moi pourquoi elle est vraie. En mathématiques, comment faisons à dire que chose est vraie si il faut prendre par hypothèse ou il faut démontrer? Alors, le type, normalement, vous dit, mais si vous supposez que l'arithmétique est cohérente, Gm veut dire, je ne suis pas démontrable, et donc, étant cette dérivation démontrable, ni sa négation, puisqu'elle dit je ne suis pas un théorème, mais effectivement elle n'est pas un théorème, alors elle est vraie. Ce qu'il est en train de faire, la personne d'une façon informelle, c'est une dérivation de ça. À partir de la cohérence, je déduis Gm qui dit d'elle-même qu'elle n'est pas un théorème. C'est sûr que Gm est vrai,
puisque si vous supposez la cohérence, vous la dérivez en arithmétique. Et quelqu'un qui vous donne la preuve par hand-waving n'est en train que de faire une mauvaise phrase métaphorique de cette preuve formelle en arithmétique. M est démontrable en hypothèse de cohérence à l'intérieur de l'arithmétique. Donc, si vous supposez que ceci est vrai, c'est une banalité qu'elle soit vraie. C'est sûr, elle est démontrable. OK? Attention, c'est délicat. Regardez qu'est-ce qu'il dit Gödel, littéralement. Dans l'introduction, il explique. Et il introduit l'histoire qu'il a inspirée par le menteur, Richard, etc. Et puis, après avoir expliqué qu'il y aura une proposition indécidable, pour le théorème, il dit, il apparaît immédiatement, puisque ça c'est très facile, hein, pour arriver au premier théorème, je vous ai caché les détails des preuves, mais ça c'est pas facile du tout. Hein. Les lemmes ne sont pas faciles. Mais ça c'est très facile, le deuxième théorème. Il apparaît immédiatement, de lors qu'on remarque que GM, ça ne s'appelle pas GM, c'est plus compliqué, mais enfin c'est GM, affirme d'elle-même qu'elle n'est pas démontrable, que GM est correct. Malheureusement, la traduction française est vraie. Non, il dit richtig, il est correct. Hein, c'est différent. Puisque, de fait, GM est indémontrable, étant indécidable. Mais les gens s'arrêtent ici, comme s'il avait dit qu'elle est vraie. Non, non, puisqu'il dit. Ainsi, la proposition qui, dans le système PA, est indécidable, peut pourtant être décidée par des considérations métamathématiques. L'analyse précise de cette étrange situation conduit à des résultats étonnants quant aux démonstrations de non-contradiction des systèmes formels, résultat que l'on discutera plus en détail dans la section 4, théorème 11, c'est le deuxième théorème. C'est-à-dire, il est en train de dire l'indémontrabilité de GM mène à des considérations mathématiques et que quand on les reconduira comme résultat à l'intérieur des mathématiques, nous donne un résultat étonnant quant à l'indémontrabilité de la cohérence d'un système lui-même. C'est-à-dire, elle justifie pourquoi elle est correcte. Elle est par un raisonnement métathéorique qu'il va décrire dans la théorie. Et ce qu'il fait là. Les théorèmes, les deux théorèmes comptent ensemble, puisque le premier vous dit l'indécidabilité, et le deuxième vous dit, je peux la démontrer, GM, en faisant toutefois l'hypothèse de cohérence. Si vous voulez, ceci peut être écrit. Si vous faites une extension de l'arithmétique avec la cohérence de l'arithmétique, voilà, vous avez une preuve de GM. Donc, si vous écrivez formellement cette hypothèse et vous la mettez au niveau du langage formel de l'arithmétique, vous dérivez GM. Et toute personne à laquelle vous demandez, mais dis-moi pourquoi GM est vrai, vous fait une mauvaise paraphrase de cette preuve. Okay? Puisqu'il n'y a aucune autre façon, sinon la preuve, pour dire qu'un énoncé arithmétique est vrai. Puis, il y a d'autres formes de Gödelite. L'autre, c'est de dire, ben, mais d'accord, mais classiquement, une de deux doit être vraie. Oui, mais laquelle? Laquelle? Si c'est sûr qu'une de deux, elle est indécidable. Mais une de deux, du point de vue classique, doit être vraie. Et il faut se dire laquelle. La seule façon pour dire laquelle, c'est ça. Il n'y a pas d'autre façon pour dire laquelle. En plus, invoquer pour l'existence, puisqu'on pourrait s'arrêter là. On dit une de deux est vraie. Je ne sais pas laquelle, mais une de deux est vraie. Et pourquoi serait-elle sûrement vraie? Une phrase qui est le codage théorique, formel du menteur. Donc, oui, c'est légitime de faire ces raisonnements classiques dans ces cadres fortement constructifs qu'est celui de Gödel. Il y a de façon minimale l'utilisation de la logique classique, de façon minimale. Mais utilisé comme raisonnement pour parler de l'existence d'un énoncé vrai sans dire lequel, en utilisant le tertium non dat, ou le tiers exclu, ce principe classique, c'est pas très élégant pour un énoncé qui est dérivé du menteur, qui est justement un exemple de phrase qui n'est vraie ni fausse. Hein? Le menteur qui dit cette phrase est fausse, n'est ni vraie ni fausse. Donc, la lettre du théorème de Gödel ne dit absolument pas qu'il y a un énoncé vrai qui est indémontrable. Il dit qu'il y a un énoncé indécidable qu'en hypothèse de cohérence formalisée, je peux dériver. D'accord? Ce qui est très différent, puisqu'il n'y a pas une ontologie, une mystique qui a été après dérivée massivement sur une vérité indémontrable.
Mais cette lecture se fait seulement si on regarde en parallèle ces deux lignes. On comprend la finesse incroyable du passage d'une ligne à l'autre. Où l'hypothèse de cohérence métatorique codifiée permet de déduire Gn. Et dit la force du codage dans une théorie qui en effet est plus puissante, puisque en faisant l'extension par l'énoncé formel de cohérence, permet de dériver Gn. Disons, j'espère que vous allez digérer ceci encore mieux une fois que vous aurez vu avec moi les théorèmes concrets d'incomplétude, c'est-à-dire des énoncés mathématiques intéressants, on verra moins un, peut-être deux, combinatoires. Gm, c'est une astuce diagonale, c'est formidable, mais disons, ne veut rien dire. Ne veut rien dire. Des énoncés sur des arbres finis, celui que je vais vous présenter en premier s'appelle un théorème de Kruskal et Friedman des années 80, qui est un énoncé arithmétique pas seulement intéressant, il a plein de conséquences, et une réécriture formelle de cet énoncé par Friedman au début des années 80. Donc un énoncé du genre pour tout x, il existe y à x, y, un peu compliqué, mais pas trop. Intéressant, c'est-à-dire il a plein de conséquences intéressantes dans certains systèmes de réécriture numérique. Et ce qu'on verra, que cet énoncé est indémontrable, ça, c'est très dur, je ne vais pas entrer dans les détails, mais puis on démontre qu'il est vrai. Il faut le démontrer. On ne peut pas faire autrement en maths. On n'arrive pas à démontrer qu'il est démontrable, ni lui, ni ses négations. Ce qu'on peut démontrer, que lui, il est indémontrable. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous dire qu'on ne peut pas le déduire. Puis, on va voir qu'étant donné les modèles standards des entiers, lui, cet énoncé est vrai. Et alors, comment démontre-t-on la vérité? Qu'il faut démontrer, bien évidemment. Il y a une preuve, qui n'est pas particulièrement difficile, où à un certain moment, pour passer d'une ligne à l'autre, il y a un jugement infinitaire. Un jugement qui, si formalisé, serait infinitaire, mais qui est un jugement que j'appelle géométrique, un jugement du bon ordre, qui se comprend parfaitement, nous les humains, mais qui, démontrablement, il n'est pas formalisable. Donc, pour démontrer la vérité, là, on ne peut pas faire l'arnaque qu'on fait habituellement avec la Gödelite de dire « Ah, c'est vrai par miracle ». Puisqu'on a un machin compliqué sur les arbres finis, on ne peut pas dire « Ah, je vois par miracle qu'il est vrai ». Ce n'est pas banal, il faut démontrer. Cette preuve est démontrablement non formalisable en arithmétique, et ça, c'est un vrai tour de force de Friedman. Mais on démontre qu'il est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a à un certain moment? Il y a un passage, une ligne, itérée 2 ou 3 fois. Il y a une ligne fondamentale où on utilise un jugement sur le bon ordre des nombres qui, si formalisé, est infinitaire, échappe à l'arithmétique. Et ça, alors, on peut dire, voilà, un énoncé vrai qui n'est pas formellement démontrable à l'arithmétique, mais que je démontre. Je démontre, comme on fait en mathématiques, on démontre. Seulement, la preuve exige des outils à l'extérieur des mathématiques, de l'arithmétique formelle. OK? Donc, il n'est pas... la preuve de Friedman fonctionne ici en retombant sur le théorème de Gödel, puisque ce qu'il démontre, c'est que en arithmétique, l'énoncé combinatoire implique la cohérence, donc il est indémontrable, et puis il y a la preuve du fait qu'elle est vraie. Il y a eu d'autres résultats, en fait il y en a eu avant, mais celui-ci est particulièrement intéressant. D'abord, puisque l'énoncé n'est pas très difficile à donner, et deuxièmement, puisque encore une fois, c'est un énoncé combinatoire intéressant, qui a des conséquences, c'est pas quelque chose de très farfelu. Or, il faut faire attention qu'il y a parfois des tentatives de s'échapper à la force définitive du théorème de Gödel pour le système formel. Une façon, c'est de dire, oui, d'accord, mais Hilbert n'entendait pas ça exactement par système formel. C'est possible. Quand je dis, dans un certain sens, l'interprétation que je vais donner de la preuve de la vérité de cet énoncé peut très bien être une forme d'analyse de l'induction métatorique en dehors de l'arithmétique formelle. Pourquoi pas? Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il pensait Hilbert, qui était un grand bonhomme dans sa tête proprement. Mais si on définit système formel de la façon finitaire telle qu'elle est
très solidement établi dans les années 30, on ne s'en sort pas. Ce théorème est définitif. Et Gödel, en 63, le dit. Vous savez, Gödel, il a fallu 30 ans, puisqu'il n'écrivait pas beaucoup. Chaque fois des choses très profondes, mais enfin, il a fait très peu d'articles. Alors, qu'est-ce qu'il écrit en 63? Pour revenir sur cette histoire, les gens essayaient de s'en sortir en disant, bon, bouf, mais enfin, c'est pas vraiment un système formel qui est ça. Il dit, grâce à certains travaux qui ont suivi à cet article, son article, notamment celui de Turing, on va citer, nous disposons désormais d'une définition sûre, précise et adéquate du concept de système formel. Il est possible de donner une version tout à fait générale des théorèmes premier et deuxième. On peut démontrer rigoureusement que dans tout système formel consistant dans une théorie des nombres finitaires relativement développée, il existe des propositions arithmétiques indécidables et qui, de plus, la consistance, la cohérence, dans tel système ne saurait être démontrée à l'intérieur de ce système. Donc, ce qui compte ici, c'est de dire la définition des systèmes formels, grâce à son travail, à celui de Turing, est définitive. Et ça arrive souvent en mathématiques. Les définitions sont importantes, mais elles deviennent définitives et solides quand il y a un grand théorème qui s'appuie. Ça les stabilise définitivement. Il n'y a plus rien à dire. Il fait référence à Turing. Pourquoi? Puisqu'à la fin de son article, effectivement, étant le mathématicien génial qu'il est, et il dit, à ce niveau-là, je ne peux pas dire que mes résultats cassent définitivement les programmes d'Hilbert. Pourquoi? Puisqu'il dit, on peut concevoir qu'il existe des démonstrations finitistes et que l'on ne peut pas exprimer dans les formalismes qu'il a utilisés, le formalisme de l'arithmétique et des fonctions calculables. C'est-à-dire, étant la première fois qu'il effectivise la preuve avec la notion de calculabilité, il ne sait pas s'il y a des variantes de la notion de fonction calculable, c'est-à-dire de formes d'encoder la preuve grâce à des fonctions arithmétiques qui soient plus générales, différentes, donc qu'il y ait des systèmes formels qui échappent effectivement à son codage, en particulier grâce à la fonction des fonctions calculables. Mais en 63, elle dira non, c'est tout à fait général, mon théorème est définitif. Pourquoi? Puisqu'il y a eu entre 31 et 36 toutes ces approches à la calculabilité, Church, Kleene, Turing. La preuve de l'équivalence a produit ce qui s'appelle la thèse de Church, c'est-à-dire n'importe quel formalisme finitaire à Hilbert définit au plus la même fonction, la classe de fonctions partielles et récursives, celle définie par Gödel. Donc, sa crainte, sa prudence, étant un mathématicien immense et lucide, sa prudence à la fin de l'article de dire ce n'est pas sûr que ça casse définitivement, puisqu'elle peut avoir d'autres notions de calculabilité, d'autres codages calculables de la preuve formelle, il dit après en 63, non, ma preuve est définitive, puisque tous les systèmes formels ont ces noms, c'est la grosse thèse de Church, ce sont les théorèmes d'équivalence, définissent au plus cette classe des fonctions. Donc on ne s'échappe pas. Puis on pourra, moi je ne suis pas contraire à inventer des nouvelles notions de formel, de système formel, on dira système formel barabou, pourquoi pas. Mais si on prend les systèmes formels, pas seulement dans une définition finitaire telle qu'on peut la donner, mais tels qu'ils ont été définitivement établis par l'analyse de la calculabilité, de la décidabilité, et les théorèmes de Gödel tout d'abord et Turing après, on ne s'en sort pas. Le théorème est définitif par rapport au formalisme finitaire. Évidemment, ce programme qui est cassé en 31 avait déjà des adversaires. Je vais vous lire quelques commentaires contre Hilbert, dont la thèse dominait jusqu'en 31 les esprits. Comme je vous avais dit, von Neumann croyait avoir eu des preuves de cohérence, etc. Hilbert, deux fois, croit avoir eu une preuve de la cohérence formelle. Et Poincaré, dans une longue revue, une vingtaine de pages, un rapport sur un compte-rendu sur les livres de Hilbert, Les fondements de la géométrie de 1899, écrit un rapport tout à fait positif, enthousiaste de la technicité et de la rigueur du texte de Hilbert, mais il ne partage pas du tout la philosophie. Et il dit, M. Peano Hilbert, référence aussi à l'attitude philosophique de Peano,
et pense que les mathématiques sont comme les pianos résonneurs de M. Jevons. C'était un piano, vous savez, dans les salons qu'on s'amusait pour faire l'écriture automatique. Et puis encore, il insiste ailleurs. Et M. Hilbert pense que les mathématiques sont comme la machine à saucisse de Chicago. On y introduit des axiomes et des ports et on sort des saucisses et des théorèmes. Donc il n'est pas d'accord avec cette idée du formalisme qui, de façon potentiellement mécanisable, par des règles, des protocoles établis une fois pour toutes, reste un fondement absolu des mathématiques. Et puis ailleurs, il dit, et en 908, bien de fois déjà, on a cru avoir résolu tous les problèmes, ou tout au moins avoir fait l'inventaire de ceux qui comportent une solution. Et puis l'essence du mot solution s'élargit. Les problèmes insolubles sont devenus les plus intéressants de tous. Et d'autres problèmes se sont posés auxquels on n'avait pas songé. Ça encore, c'est contre la fameuse remarque typiquement hilbertienne concernant la complétude, le non ignorabilus, le fait qu'on doit pouvoir décider tout énoncé en mathématiques. Et Poincaré dit non, ce sont les résultats insolubles, d'insolubilité qui sont intéressants. Et puis encore Hermann Weyl, son ancien thésard, qui en 18, in Das Continuum, à la fin de la section 3, il conjecture l'incomplétude. C'est mal écrit, il n'est pas certain, il fait des allers-retours, il dit, mais il a l'intuition qu'il puisse avoir des suites de nombres qui convergent si rapidement que si formalisé sur les rationnels, si formalisé en arithmétique, on n'arrive pas à décrire cette convergence. Et puis il dit non, peut-être c'est pas ça. Enfin, c'est pas facile une conjecture du genre qui correspond exactement à une interprétation possible de ce genre de résultats. C'est incroyable, 70 ans après. Mais il a l'intuition qu'il y a une complétude, il n'ose pas trop le dire, il dira après de soi-même qu'il était un loup solitaire. Hein. C'était vraiment une audace de penser cela dans un bouquin où il dit à plusieurs reprises que l'idée des protocoles formels définitifs pour la déduction mathématique d'analyse sont contre les mathématiques. Et Wittgenstein aussi a des très belles intuitions, plus ou moins à l'époque de Gödel, je crois avant de connaître le résultat. Il dit les métamathématiques d'Hilbert seront en effet des mathématiques déguisées. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. La métamathématique, la métathéorie, est une théorie, est encodable dans la théorie. On ne peut pas le détacher. Si on le détache, c'est pour parler, pour se comprendre, je le dis, mais c'est une branche des mathématiques. Il insiste. Je peux jouer aux échecs, et donc j'ai le jeu des échecs avec ses pièces et ses règles. Je peux inventer un jeu où les pièces sont les règles du jeu des échecs, et les règles sont les règles de la logique. Et il dit, mais dans ce cas, je n'ai pas un méta-jeu, j'ai un autre jeu. Hein. Et ça, une autre très belle intuition qui va exactement dans le sens du théorème de Gödel, qui dit que la distinction métathéorie-théorie est commode, mais n'a aucun sens fondationnel, puisqu'après tout, je peux écraser la métathéorie dans la théorie en montrant qu'elle est aussi une théorie, hein, une fois bien codée. Voilà, il y avait évidemment ces débats très vivants qui étaient cassés, mais malheureusement souvent avec cette lecture très superficielle de dire « Ah, miracle, il y a l'énoncé vrai non démontrable », et c'est pas ça. Et j'insiste, une lecture comme je l'ai faite en remontant en arrière, en corrélant ces deux lignes, vient tout à fait naturelle une fois qu'on connaît les théorèmes concrets, puisqu'on se trouve à un énoncé qui est assez compliqué. Personne n'ose dire « Ah, miracle, il est vrai par insight direct ». Barrow, Fréjus Matteux, dit que les mathématiciens, en commentant le théorème de Gödel, voient les vérités des mathématiques en regardant sur le pôle de Dieu. Pour ne pas dire que Penrose, qui développe tout un bouquin, The Emperor's Mind, encore une fois en regardant seulement le premier énoncé, il dit que nous avons accès à la vérité des GM pour des effets quantiques tunnels dans les microtubules des neurones. Or, qu'il puisse y avoir des effets quantiques dans le cerveau, je pense que c'est tout à fait possible. Vous savez, le cerveau, c'est l'objet le plus complexe qu'on connaisse. Il y a de tout, sûrement. Mais il faudrait un peu d'évidence empirique. Et sûrement, on ne peut pas le déduire de la vérité des gènes qu'on démontre, et même facilement,
à partir de la cohérence arithmétique. C'est vraiment incroyable, un bouquin avec des centaines de milliers de copies, d'exemplaires vendus, qui raisonnent sur le miracle de la vérité des gemmes, accessible par les effets quantiques dans le cerveau. C'est vraiment affolant. J'insiste, ça serait intéressant d'en trouver des effets quantiques dans le cerveau, mais ce n'est pas la voie d'accès ni de conjecture à quelque chose d'aussi fort que le quantique. OK, j'espère qu'au moins vous nous rattraperez la gödelite dans le reste de vos études. Okay, ben, pour moi, ça va. Si vous avez des commentaires, des questions. En tout cas, vous trouvez mes notes de cours. Demain, je ne peux pas en parler. Je parle en 11 heures sur France Culture. Ce ne sera pas exactement ça. En tout cas, il y aura quelques références à Gödel, puisque ça, c'est sur la logique et l'épistémologie d'Internet. Et vous voyez, tout ce qui a explosé après, les calculs, les machines, ça commence alors, hein, sur un questionnement fondationnel qui a explosé dans quelque chose d'absolument extraordinaire, qui sont les machines en réseau, les machines logiques, arithmétiques que nous avons mises en réseau. À partir de là, tout commence avec ces grands théorèmes.